Europe 1. 9h, 10h, c'est arrivé demain. Frédéric Tadei. Bonjour, bon dimanche. Mon premier invité, c'est Bernard-Henri Lévy. Son nouveau film sur l'Ukraine est diffusé ce soir en prime time sur France 5. Il s'intitule Notre guerre. On va voir pour quelles raisons. Je recevrai ensuite Jean-Baptiste Fressoz, historien des sciences, des techniques et de l'environnement. On a appris en effet que l'objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré est d'ores et déjà hors d'atteinte et que l'on s'achemine inexorablement vers une hausse de 2 degrés d'ici 2050. Il va nous expliquer pourquoi. Et l'on terminera l'émission avec Karine Marais sur les chrétiens d'Orient. Bernard-Henri Lévy, bonjour. Bonjour. Votre nouveau film Notre guerre, le 4e que vous consacrez à la guerre en Ukraine, sera diffusé ce soir sur France 5 à 21h. Vous l'avez filmé entre février et avril 2025. J'ai assisté à l'avant-première au cinéma Le Balzac mardi dernier. Il y avait beaucoup de monde. L'ambassadeur d'Ukraine à Paris est monté sur scène avant la projection, visiblement ému. Il n'avait rien préparé. Il vous a dit « Je me demande pourquoi vous faites ça ». Alors je vous pose la question, pourquoi ? Parce que personne d'autre ne le fait d'abord. Personne n'a eu la patience et le temps peut-être et le loisir de documenter cette guerre du premier jour jusqu'à aujourd'hui. Moi, depuis le 24 février 2022, je couvre cette guerre. J'arpente l'Ukraine. Et en vérité, beaucoup plus tôt d'ailleurs, puisque toute cette aventure commence, comme vous savez, en 2014 et que mes premières images datent de 2014, c'est-à-dire la révolution du Maïdan, l'occupation de la Crimée. Vous l'avez intitulé Notre guerre, pourquoi exactement ? Parce que il faut toujours écouter ce que disent les gens, et en particulier, et aussi les tyrans, et que quand vous écoutez Vladimir Poutine, il dit que l'Ukraine n'est pas c'est le problème, mais que ça n'est qu'une étape. Et que le vrai but, c'est l'Europe, c'est l'Occident, c'est... Il a dit ça vraiment ? Il a dit ça très souvent, à plusieurs reprises, au club Valdai, qui est une sorte de Davos russe, où il y a peu d'étrangers, beaucoup de Russes, où s'expriment beaucoup les idéologues de Poutine, du poutinisme, et où il prononce chaque année un grand discours. Et dans plusieurs de ces discours prononcés au club Valdai, il y a cette idée que l'Occident est l'ennemi, que l'Europe est l'ennemi. Mais vous avez d'ailleurs des conseillers de Poutine, le plus connu est Alexandre Douguine, mais il y en a d'autres qui parlent de briser l'épine dorsale de l'Europe, depuis 2, 3, 4 ans. Donc c'est un peu un leitmotiv. Donc pour cette raison, c'est notre guerre, c'est de ça qu'il est question. Mais il y avait une jeune commandante de l'armée ukrainienne à la tête d'une brigade de drones qui figure dans le film, qui était elle aussi sur la scène du Balzac mardi dernier pour l'avant-première. Nous défendons le monde entier, a-t-elle dit. Si nous sommes vaincus, ils viendront jusque dans vos maisons. C'est aussi ce que vous laissez entendre dans le film. Mais est-ce que vous y croyez vraiment ? Après l'Ukraine, les Russes vont-ils déferler sur l'Europe en commençant par la Pologne et les pays baltes ? Mais déferler, non. Mais que l'Ukraine soit une étape, encore une fois, c'est ce qu'ils disent. Les pays baltes, la doctrine officielle du Kremlin est que leur indépendance n'est pas légale. La Pologne, il y a, c'est pas la doctrine officielle, mais il y a des idéologues semi-officiels du Kremlin qui disent qu'une partie de la Pologne appartient de droit à la Russie. Donc j'appellerais pas ça une déferlante, mais en tout cas une avancée. Sans parler des déstabilisations de toute espèce. Vous avez appris il y a 2 ou 3 jours un navire de guerre russe croisant près des côtes françaises, dans la Manche, entre la France et la Grande-Bretagne, un navire de guerre non identifié sous une fausse identité. Donc voilà, ça arrive dans l'histoire, Frédéric Tadei. Il y a des gens l'histoire n'est pas toujours un fleuve tranquille. Des gens vous déclarent la guerre. Certainement. Et d'ailleurs, très souvent, vous avez raison, les dictateurs disent ce qu'ils vont faire. Ils annoncent la couleur. Ils font souvent ce qu'ils ont dit. Donc l'islam radical nous a déclaré la guerre. La Chine, d'une autre manière, pour l'instant, nous a déclaré la guerre. L'Iran nous avait déclaré la guerre
Il y a des agents iraniens aujourd'hui en Europe qui... Mais Bernard Lévy... Et la Russie nous a déclaré la guerre à l'Europe. Vous avez certainement raison, mais à ce compte-là, nous aussi, nous leur avons déclaré la guerre. Nous aussi, nous avons des agents. Nous aussi, nous aimerions bien les déstabiliser. Nous aussi, nous aimerions bien que la démocratie se répande sur le globe tout entier. Et parfois, nous avons fait des coups de force pour y parvenir, d'ailleurs. Mais parfois, je ne sais pas à quoi vous pensez, mais en tout cas, là, dans les 30 ou 40 dernières années, non. Et même pas dans les 75 dernières années. Je pense à l'Irak. L'Irak, on voulait implanter la démocratie. Mais l'Irak était une erreur. Et je l'ai d'ailleurs, pour ce qui me concerne, dit tout de suite. Mais moi, le grand désespoir de ma jeunesse, c'était l'inverse. C'était que l'Europe se soit si facilement résignée à ce que toute la partie orientale de l'Europe soit sous la botte soviétique. Ça, c'était pour moi, entre 20 et 40 ans, c'était mon chagrin. Comment se faisait-il qu'à droite comme à gauche, Giscard d'Estaing comme Mitterrand trouvaient normal, naturel, dans l'ordre des choses, que la Pologne, la Hongrie, la Tchécoslovaquie soient et quitter l'Europe. Mais on aurait pu le dire même plus tôt. En 45, on s'est réjoui de la libération. On aurait pu dire il y a quand même la moitié de l'Europe qui est... Voilà. Mais je veux vous dire par là que vous me dites que l'Europe a des velléités d'implant de s'étendre. Hélas, non. Un idéalisme qui nous porte à vouloir que la démocratie soit partout. Elle est de moins en moins idéaliste. Le jour où les Américains et les Anglais cèdent à Staline, à Yalta, et acceptent le partage de l'Europe, honnêtement, c'est pas de l'idéalisme, c'est un sacré pragmatisme. Quand dans les années 70, 80, les présidents français fermaient à double tour la porte de l'Élysée quand les dissidents soviétiques venaient à Paris, c'était du pragmatisme. Donc, les démocraties sont pas si idéalistes que vous le dites, et elles n'ont pas tant que ça le désir de voir s'étendre leurs valeurs. Regardez aujourd'hui en Iran, vous sentez le monde occidental tellement pressé de renverser le régime de Khamenei, de venir au secours des femmes iraniennes. Parce qu'ils veulent pas commettre la même erreur qu'en Irak, mais ils le souhaitent, et ils applaudissent. Je n'en suis pas sûr. Ils ont applaudi à la victoire d'Israël, heureusement, mais je ne suis pas sûr qu'ils souhaitent un changement radical de l'ordre des choses, c'est-à-dire un renversement de Khamenei. Non. D'ailleurs, ils disent le contraire, à commencer par les États-Unis. Mais parce qu'on préfère toujours ce qu'on connaît déjà. Eh ben voilà. Donc ça s'appelle le pragmatisme, mais c'est le contraire de l'idéalisme. Donc les démocraties ne sont pas habitées par le souci d'étendre leur modèle de société, leur régime à des contrées différentes. En revanche, le propre des empires despotiques, c'est qu'eux veulent s'étendre. Aujourd'hui, je peux vous dire que Erdogan, il n'a pas d'état d'âme. De tout ce qu'il peut grignoter, il le grignotera. Mais en étant pragmatique... Et la Russie, pareil. Et réaliste, la question que j'avais envie de vous poser, c'est que les Russes, n'ayant pas été capables d'envahir l'Ukraine, ils n'occupent toujours que 20% du territoire ukrainien. Est-ce que vous pensez vraiment qu'ils se risqueraient à envahir l'Union européenne, à se confronter avec l'OTAN, dont les 32 pays membres se sont entendus cette semaine d'ailleurs pour relever leur budget de défense à 5% du PIB d'ici 10 ans, et dont 3 pays membres, les États-Unis, le Royaume-Uni et la France, disposent de l'arme nucléaire. Il faut prendre le problème à l'envers. Pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas, en effet, à avancer ? Pourquoi ? Parce qu'il y a une armée qui s'appelle l'armée ukrainienne, qui est incroyablement vaillante, qui consent à des sacrifices humains inouïs et qui fait barrage. Autrement dit, s'il n'y avait pas l'Ukraine, s'il n'y avait pas la résistance ukrainienne, si le peuple ukrainien avait été ce peuple de veaux que Poutine imaginait qui allait se soumettre en 3 jours, alors, en effet, il serait peut-être déjà à Vilnius ou aux marges de la Pologne. Donc c'est à l'envers qu'il faut raisonner. Il y a aujourd'hui une ligne de défense de l'Europe qui, en effet, comme le dit dans mon film, et comme le disait à la tribune l'autre soir, cette jeune femme, presque 7 enfants, qui s'appelle Oksana Rubaniak, qui a 22 ans, qui est commandante, en effet, d'une unité de combat de dronistes, c'est parce que cette jeune femme-là et ses camarades font rempart de leur corps. On fait une pause, Bernard Lévy, on y revient tout de suite après. Ich bin Charissa und meine Empfehlung an alle Entrepreneure, startet mit Shopify erfolgreich durch. Ich verwende Shopify schon seit dem ersten Tag und die Plattform macht mir nie Probleme. Ich habe viele Probleme, aber die Plattform ist nie eins davon. Ich habe das Gefühl, dass Shopify ihre Plattform kontinuierlich optimiert. Alles ist super einfach integrier- und verlinkbar. Und die Zeit und das Geld, das ich dadurch spare, kann ich anderweitig investieren. Vor allem in Wachstum. Jetzt kostenlos testen auf shopify.de.
9h, 10h, c'est arrivé demain. Avec Frédéric Tadei sur Europe 1. Nous sommes toujours avec Bernard-Henri Lévy, dont le 4e film consacré à l'Ukraine, Notre guerre, est diffusé ce soir à 21h sur France 5. Vous nous avez expliqué pourquoi vous l'avez intitulé Notre guerre, et vous avez beaucoup insisté sur le fait que peut-être les Européens ne sont pas aussi idéalistes qu'on pourrait le penser. Néanmoins, les États-Unis et les pays européens soutiennent militairement l'Ukraine depuis le début de la guerre, tout comme vous. Pourquoi le traitez-vous de munichois ? Écoutez, j'ai fini par faire une petite découverte, et c'est un des sujets du film. La découverte, pour moi, ça a été une révélation assez perturbante. C'est la suivante. Les Occidentaux soutiennent l'Ukraine juste assez pour qu'elle ne tombe pas, mais pas suffisamment pour qu'elle l'emporte. Voilà. Donc, autrement dit, les Occidentaux soutiennent jusqu'à ce jour l'Ukraine comme la corde soutient le pendu, avant qu'il ne soit totalement étranglé. Voilà l'équation. Il y a une espèce de dosage malin qui est d'ailleurs plus ou moins calculé, c'est-à-dire lorsque les Américains livrent des armes en les bridant, lorsqu'ils livrent des munitions dans des quantités déterminées qui permettent aux Ukrainiens de renvoyer un obus quand ils en reçoivent 10. Ça veut dire ce que je vous dis là. Les aider de manière à leur permettre de tenir, mais surtout pas de l'emporter. Et c'est contre cette erreur que s'insurge mon film. Mais la question que vous soulevez, Bernard-Henri Lévy, concerne uniquement les chefs d'État, et Emmanuel Macron en particulier. C'est lui qui décide si on fait la guerre, à qui on livre des armes. C'est pas les Français. Hein. Or, il est dans votre film. Vous semblez sur la même longueur d'onde que lui. On le voit à plusieurs reprises, notamment avec Volodymyr Zelensky. Et vous, pourquoi nous culpabiliser alors que vous avez l'oreille du chef des armées ? Mais je ne nous culpabilise pas. D'abord, il n'y a pas que la France. Et deux, la France, elle, c'est ce que je dis dans le film, se conduit plutôt bien. Et je suis pas toujours ni nécessairement d'accord avec Emmanuel Macron. Sur cette question ukrainienne, j'applaudis de demain. Il fait le maximum. Lorsque vous avez vu cette séquence à Soumy, qui est l'une des lignes de front les plus chaudes aujourd'hui, où sont disposés 10 méga canons qui ont une portée de tir extraordinaire et qui font des dommages horribles. Eh bien, ces canons s'appellent des canons César, c'est des canons livrés par la France, tous les 10. Donc la France fait son travail, mais enfin, elle n'est pas seule. Le reste de l'Europe ne suit pas toujours. Et quant aux États-Unis, comme vous savez, ils sont aujourd'hui dans une sorte de valse-hésitation dont on ne sait pas dans quel sens elle va. Mais justement, j'ai l'impression que c'est pour convaincre Donald Trump, notamment, que vous avez fait ce film, Bernard-Henri Lévy. Donald Trump a menacé d'arrêter tout soutien à l'Ukraine, mais pas les Européens. Au contraire, la France a dit qu'elle soutiendrait l'Ukraine jusqu'au bout. Le nouveau chancelier allemand Merz a annoncé que l'Allemagne allait produire des missiles en Ukraine, que les Ukrainiens pourraient lancer en territoire russe. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? Mais c'est formidable de faire le chancelier Merz, qui est au pouvoir depuis quelques semaines, a changé légèrement de cap par rapport à l'administration précédente en Allemagne, et c'est formidable, bien sûr. Heureusement, si l'Ukraine tient, elle le doit à la vaillance de ses hommes et à leur patriotisme. Elle le doit à sa propre industrie de guerre, et elle le doit aussi à l'aide qu'elle reçoit. Je dis juste qu'elle n'en reçoit pas suffisamment, que cette guerre pourrait être finie depuis longtemps, qu'on aurait pu faire l'économie de beaucoup de morts si on avait aidé l'Ukraine plus tôt, plus vite, et sans avoir systématiquement un temps de retard. Voilà. Donc là, on rattrape peut-être le temps de retard, c'est magnifique. Et si mon film peut contribuer à ce qu'on en rattrape encore un autre, eh bien, j'aurais fait mon devoir. Ce que dit Donald Trump, c'est que l'Ukraine n'a pas gagné, ou plutôt que la Russie n'a pas perdu, en dépit de toute l'aide qui a été apportée, qui se chiffre à 150 milliards environ au total, et pas à 400 milliards, comme le prétend Donald Trump. Ce qu'il dit, c'est qu'il vaut mieux arrêter les frais et les morts par la même occasion, puisque l'Ukraine ne parviendra pas à forcer les Russes à rentrer chez eux. Alors à quoi bon continuer ? Volodymyr Zelensky n'a pas l'air d'accord, Emmanuel Macron non plus, et vous non plus, j'imagine. Bien sûr que non. Je ne suis pas d'accord pour deux raisons. La première, c'est que donner une prime
à l'agresseur ne me semble pas la bonne chose à faire. Et deuxièmement, donner un exemple aux agresseurs de demain me semble être la pire des choses. Vous pensez à la Chine, notamment. Je pense à la Chine, oui. Je crois que le jour où l'Occident, où le monde accepte une paix ratifiant la conquête des territoires, le lendemain matin, la Chine envahit Taïwan. Et le surlendemain, Erdogan envahit je ne sais pas quoi. Et voilà. Et donc le désordre gagnera, le chaos régnera, et là, on aura vraiment la Troisième Guerre mondiale. Donc vous savez, ces phénomènes d'emballement, on les voit pas venir sur l'instant, mais on voit qu'il y a des moments de décisifs, cruciaux, de moments critiques. La guerre d'Ukraine en est un. Si cette guerre d'Ukraine n'est pas arrêtée, mais arrêtée comme il convient, c'est-à-dire en refusant de donner une prime à l'agresseur, en refusant de récompenser Poutine, il y aura une chaîne de conséquences qui seront dramatiques pour le monde entier. Vous faites allusion dans ce film aux 20 000 enfants ukrainiens enlevés par les Russes au début de l'invasion et qui ont été emmenés en Russie. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Je ne sais pas, mais c'est en effet, pour moi qui connais bien l'Ukraine et qui est vraiment arpenté ce pays dans tous les sens, c'est une découverte, ça. C'est le président. On l'avait su à l'époque où ça s'est produit, hein, ça avait été dit. On le savait un peu. La responsable est même accusée mais pas à cette échelle. Pas à cette échelle. Le président Zelensky me donne des chiffres qui sont ahurissants. Le chiffre documenté est de 20 000 enfants, donc des enfants otages, hein, des enfants volés. C'est probablement 2 à 3 fois plus. Les conditions dans lesquelles ils ont été enlevés sont atroces. C'est les parents sont morts, on enlève les enfants. Là, ce qu'on en fait ensuite, on les met dans des centres de détention, dans des maisons de redressement. On leur donne un nouveau passeport, une nouvelle identité. Tout ça. Oui, on les confie à des familles russes. Parfois, des familles, ils sont adoptés dans des familles russes. Parfois, ils sont militarisés. Et en effet, on tente de russifier leurs âmes, voilà. Et ça me semble dans l'histoire mondiale de l'infamie, de la barbarie. Il y a là une variante, je trouve, que l'on doit à Vladimir Poutine et qui me semble nouvelle. Enfin nouvelle. C'est ce que les nazis ont fait avec des enfants polonais. Hein, et c'est ce que les communistes grecs ont fait au moment de la guerre civile, après la Seconde Guerre mondiale. Ils sont partis avec des enfants grecs qu'on n'a jamais revus. À une moindre échelle, mais aussi. Voilà. Donc c'est quand même un phénomène. Voilà. Mais là, il y a quelque chose de systématique qui est partie intégrante du projet russe de négation de l'identité ukrainienne, et ça en est la pointe émergée. Donc qu'est-ce qu'on peut faire face à ça ? J'en sais rien. Aider en tout cas. D'abord, s'en indigner. Donc l'Express a lancé une pétition, un appel international que j'ai écrit avec mon camarade Salman Rushdie, avec le musicien Sting, avec Marina Abramovic, avec la prix Nobel de la paix ukrainienne, etc. Donc, peut-être signer cet appel, aller sur le site de l'Express, cliquer, signer. Et puis il y a une organisation ukrainienne qui s'appelle Bring Our Kids Back, ramener nos enfants, qui s'occupe d'organiser à travers des filières clandestines d'aller chercher les enfants en Russie. Faut les aider. Merci Bernard-Henri Lévy. Je rappelle que votre film Notre Guerre passe donc ce soir sur France 5 à 21h. Merci Frédéric.